Il était une fois l'informatique à distance, des serveurs qui tournent tout seuls, des données qui sont disponibles à toutes et à tous, des possibilités techniques dont on n'a pas à se soucier, des opérations. Ça porte un nom, le nuage ou plutôt le cloud. Mais à force de l'évolution sont apparues plein de problématiques. Certaines fois on parle de souveraineté. On pourrait avoir des données qui sont présentes sur des infrastructures qu'on connaît, sur des infrastructures que l'on ne maîtrise pas. Et à l'ère de l'information et de la super information, il se pose plein de questions, notamment même lorsque l'on veut avoir des infrastructures certifiées. C'est tout un pays que l'on devrait cartographier si l'on veut en parler. Eh bien, ça tombe bien, parce que je vais vous demander et vous prier d'accueillir Saifeddin Mansri, qui va vous conter la merveilleuse histoire de la souveraineté du cloud, des clouds publics aux clouds confidentiels. Bonjour à tous. Waouh! Je suis très ravi d'être parmi vous, clairement. C'est un peu les seuls mots qui me viennent à l'esprit. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, mon prénom, c'est... Alors, je m'appelle Saifeddin Mansri. Tout le monde m'appelle Saif, ça sera plus simple. Je suis Cloud CTO chez Sphere, en charge des activités infrastructure, DevOps et sécurité. Donc Sphere, c'est une entreprise d'expertise technologique présente principalement en France et au Benelux, et j'y travaille depuis 13 ans. J'ai commencé en tant que développeur Java, et j'ai découvert le cloud par hasard lors d'une formation en 2017, où j'ai dit, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire pour les prochaines années. Et je pense que je n'ai pas fait un pari qui est très déconnant, et je suis content de ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi je suis ravi, encore une fois, d'être parmi vous? Parce que ça fait quelques années que j'essaie que je postule pour le DevFest Nantes, et ça passe pas. Mais cette année, enfin, je peux dire que je suis pris. Et donc là, pour le coup, je suis très content. Donc pourquoi je suis là parmi vous? C'est vous parler un peu de la souveraineté dans le cloud, mais plus généralement, l'idée, c'était de faire un peu un état des lieux, tous ensemble, de ce qui est possible de faire aujourd'hui dans les différentes options, que ce soit les clouds privés, les clouds publics, du hybride, du multi-cloud, du confidentiel, du souverain, du confiance. Voilà, il y a tout le monde, en tout cas, il y a toute une lexicologie autour du cloud. Et l'idée, c'est d'essayer un peu de la démystifier tous ensemble et d'arriver, en tout cas, à la fin, moi, mon objectif, c'est que vous ayez un peu une vision beaucoup plus claire et plus précise par rapport à la définition de chacun de ces types de cloud. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Donc, on va commencer par une petite introduction pour poser le contexte. Après, on évoquera les différentes typologies du cloud. Je suis certain que vous connaissez la plupart d'entre eux, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de poser et d'ordonner et de poser ça dans vos esprits. On fera un petit focus sur la qualification Secnum Cloud qui concerne particulièrement la France, notamment autour des clouds de confiance. Si on a un peu de temps, on fera une petite démo et on prendra quelques questions à la fin. Allez, c'est parti. Alors, je ne vous cache pas, ça fait quelques semaines à peu près, j'étais en train de préparer la conférence, et là, je suis tombé sur un post LinkedIn avec cette image. Je suis certain que certains d'entre vous l'ont déjà vu, et pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer ma conférence qu'avec cette image. Donc là, vous avez à gauche, vous avez Octave Klaba, qui est le fondateur et le chairman d'OVH, et à droite, vous avez le 45e et le 47e président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. Et donc, clairement, l'arrivée de Donald Trump cette année, en tout cas au pouvoir, donc son retour au pouvoir, c'était plutôt un accélérateur par rapport à ces sujets de souveraineté et de cloud de confiance, notamment en Europe, et par rapport à toutes les thématiques qu'on va aborder juste après. Et donc, l'image de base, c'était l'employé du mois, mais moi, je l'ai nommé l'employé de l'année, parce que le sujet ne s'est pas arrêté uniquement au mois de janvier. Donc, c'est un sujet qui continue à faire couler beaucoup d'encre, et on va voir pourquoi. Alors, pour démarrer, c'est important de comprendre pourquoi on parle de souveraineté aujourd'hui, c'est pourquoi c'est un sujet qui revient souvent sur la table et autour des discussions quand il s'agit de choisir les environnements dans lesquels on va déployer nos applications. Donc à la fois, il y a des enjeux géopolitiques,
Je pense qu'on est tous au fait de ce qui se passe dans le monde, avec pas mal de tensions internationales, que ce soit économiques ou des lois d'extraterritorialité, notamment le Cloud Act ou le FISA, qui sont voilà, notamment dans sa section 752, qui autorise même des agences fédérales aux États-Unis d'aller surveiller même des étrangers en dehors du sol américain. Donc voilà, donc c'est des lois qui sont assez lourdes, assez impactantes par rapport au reste du monde, notamment. Donc il y a aussi des enjeux de protection de données, critiques, sensibles, à caractère parfois ultra confidentiel. Il y a aussi des enjeux de réglementation. Alors, on va dire, c'est sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est au niveau des réglementations de type RGPD, de type NIS2, sur la partie sécurité, sur la partie DORA, ainsi de suite. On va avoir aussi un certain nombre d'actes, comme le Data Act ou le AI Act, qui est en cours de finalisation. Et enfin, il y a aussi des exigences sectorielles. On sait qu'on a des contraintes dans le domaine de la santé, notamment avec la certification HDS. On a des contraintes sur la finance, sur les paiements, sur les cartes bancaires, notamment tout ce qui est PCI DSS ou autre, et tout ce qui est défense aussi, tout ce qui est données militaires ou OIV. Donc tous ces enjeux-là peuvent avoir des conséquences sur les organisations. Donc aujourd'hui, il faut bien se poser la question, même si on n'est pas concerné de premier abord, mais se poser la question est important pour éviter des risques juridiques, des risques de réputation, parce qu'on sait très bien, une fuite de données, une attaque cyber, ça va ternir la réputation de l'entreprise et nuire à ses activités. Et ça peut aussi être accompagné d'une perte de contrôle sur la donnée, notamment à travers les ransomware ou à travers l'exfiltration des données vers parfois des destinations inconnues. Et ça peut être en effet un frein à l'innovation. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un peu un équilibre entre la sécurité et l'innovation. Si le cursus va trop vers l'innovation, parfois on s'expose un peu trop. Si on pousse vers la sécurité, ça va être un peu un bloquant parce qu'on ne pourra pas tout faire. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne position pour le curseur pour arriver à délivrer du business, au final, parce que l'idée, c'est un peu de faire du business, tout en tout cas garantissant un certain niveau de sécurité et de souveraineté par la même occasion. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle de souveraineté. Mais qu'est-ce que la souveraineté? Alors, pour moi, la souveraineté, elle n'a pas une définition figée, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Ça dépend avec la personne avec qui vous discutez. Il peut avoir une définition qui soit différente par rapport à la souveraineté. Donc ça dépend de son domaine d'activité, de sa perception de cette notion de souveraineté, et est-ce qu'il est concerné ou pas. Mais je pense qu'on peut être tous d'accord si on prend la définition un peu générale ou un peu dans l'abstrait, c'est un peu la possibilité d'être maître de ses décisions, d'être maître de son destin. Pour moi, c'est ça un peu la souveraineté, d'être capable de prendre des décisions sans avoir d'influence externe, vraiment d'être maître de ses prises de décision. Et donc, si on essaie d'appliquer ça à la partie numérique ou dans le cloud, en tout cas dans notre cas, ce n'est pas tout simplement en fait, avoir un cloud local ou avoir en tout cas une instance qui va tourner quelque part sur laquelle j'ai une maîtrise totale. C'est un peu plus poussé que ça, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que des serveurs. Il y a 4 piliers pour moi qui vont permettre en tout cas de bien appréhender cette notion. Le premier, c'est la maîtrise juridique. Parce que d'abord, quand on parle de souveraineté, c'est des enjeux qui sont liés à des données qui sont soumis à des lois, suivant, en tout cas, du territoire dans lequel on est en train d'opérer. Et dans le cas des sociétés multinationales, elles vont voir des lois différentes et variées s'appliquer suivant la région dans laquelle elles vont opérer. Typiquement, si elles sont en Europe, si elles sont aux US ou en Chine, par exemple, ce n'est pas les mêmes lois qui vont s'appliquer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une maîtrise technique, bien évidemment, parce que la technique, elle est au service du juridique, elle est au service du business. Il faut bien sûr maîtriser les outils qu'on va mettre en place pour connaître toutes les subtilités et savoir bien les sécuriser. Il y a une maîtrise opérationnelle. Donc là, c'est vraiment le day-to-day. Qui va gérer ces infrastructures? Qui va gérer ces applications? Et là, c'est clair qu'il faut faire appel à des entités de confiance. Et on reviendra un peu plus loin sur cette notion de confiance, notamment en France. Et enfin, on a la maîtrise sémantique, c'est comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de déployer, être capable de l'auditer et de l'expliquer. Moi, je parie que
Beaucoup d'entre vous, ils travaillent chez des sociétés où il y a des serveurs qui traînent à droite à gauche, on ne sait pas ce qu'ils font, il y a des règles parfois implicites, il ne faut pas toucher, d'accord? Parce qu'on ne maîtrise jamais c'est quoi l'impact. Donc souvent, on a un peu une vision partielle, en tout cas une perception qui est déformée de la réalité de nos environnements. Et notamment, moi je peux vous donner un exemple, je fais pas mal d'audits de sécurité et souvent quand on fait les premiers échanges avec les clients, souvent les clients sont confiants, ils vont dire ouais, voilà, donc moi je pense que j'ai un niveau qui est assez fort en termes de sécurité, j'aimerais bien voilà, m'assurer que tout va bien, mais je suis assez confiant. Souvent, ils sont surpris à la fin, parce que ce qu'on va trouver, ça peut dépasser l'imaginaire parfois, parfois il y a des failles banales qu'on va retrouver que le client n'imagine pas. En tout cas, tout ça pour vous dire que la souveraineté, ce n'est pas on-off, ce n'est pas du binaire, c'est vraiment un gradient. Et sa perception et son application va être dépendante de plusieurs paramètres. Hop. La souveraineté, c'est aussi un enjeu économique fort. Donc j'ai parlé de business, et donc je pense que la plupart des entreprises ont un caractère économique fort et qui en tout cas se soucient de l'argent qu'ils vont mettre dans leur infrastructure. D'autant plus en ce moment, en 2025, on voit très bien que tout le monde était très près de ses sous. Aujourd'hui, il y a quelques indicateurs du marché. Donc là, j'essaie un peu de faire un peu l'image entre le début des années 2020 et à horizon 2030. Donc il y a quelques organismes ou instituts qui ont fait des sondages, notamment Gartner ou l'IDC, et qui estiment que le marché global, en tout cas du cloud en Europe, va atteindre les 260 milliards de dollars en 2030. On fait à peu près x5. Si on se focus sur la France, on est à peu près à 45 milliards de dollars, on fait à peu près x7, x6,5 à peu près à horizon 2030. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont très forts d'un point de vue part de marché par rapport à cette notion de cloud. Et si on fait un focus un peu plus restreint sur tout ce qui est donc marché du confiance, de la souveraineté en France en 2030, c'est quand même le joli pactole de 9 millions de dollars. De 9 milliards de dollars. 9 millions, c'est rien du tout, mais 9 milliards de dollars. Donc c'est assez conséquent et je pense qu'il y a pas mal de providers en tout cas qui vont se bousculer pour réussir à avoir la plus grosse part du gâteau. Maintenant qu'on a posé un peu le décor, on a parlé un peu de souveraineté, on a compris quels sont les enjeux globaux qui entourent cette notion, donc les enjeux juridiques, les enjeux économiques aussi, qui sont très importants. Essayons maintenant de dérouler, en tout cas, faire un constat par rapport aux différentes typologies de cloud qui existent aujourd'hui. Bon, il y en a certains que vous connaissez déjà, et vous allez voir, on va aller du plus simple au plus compliqué. Donc, moi, j'appelle d'abord les pionniers, ou ce que j'appelle c'est plutôt l'hébergement simple. Et donc, il y a pas mal de sociétés qui se sont lancées dans cette activité il y a très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années. Notamment, on a du OVH, on a du Outscale avec 3DS, on a du Scaleway, voire Ikula, que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé. Et donc, la force de ces systèmes, c'est vraiment un contrôle quasi total sur les infras, sur ce qu'on est en train de faire, un alignement juridique fort par rapport à notre pays. Mais par contre, il y a quelques faiblesses, parce qu'on est principalement sur du IaaS. On est principalement sur des VM dans lesquels on va héberger un site web ou une application plutôt assez basique, juridique, qui ne nécessite pas des fonctionnalités avancées qu'on pourrait retrouver dans des services managés. Pareil, il y a la notion d'échelle, il y a l'innovation aussi, comme je disais, donc c'est principalement de l'infrastructure as a service ou du IaaS. On va retrouver aussi la notion de cloud privé. C'est une notion qui est très répandue chez les entreprises et c'est une notion qui permet de déployer un cloud qui est dédié à une seule organisation. Et donc là, sur le marché, il y a énormément d'acteurs qui sont proposés, notamment de l'OpenStack, de l'OpenShift, du VMware Cloud Foundation, de l'OpenNebula. Voilà, je ne les connais pas tous, évidemment, mais j'en connais quelques-uns. Mais c'est clair que pour implémenter un cloud privé, il faut avoir un peu les connaissances. Souvent, c'est une sorte un peu de boîte à outils qu'on va vous mettre à disposition. Il faudrait bien la gérer et la configurer. Okay ? Et pour la plupart, c'est des solutions qui sont open source ou ouvertes. Après, on va retrouver sans surprise les hyperscalers ou le cloud public. Et donc là, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui existent sur le marché. J'ai fait un trait entre le trio de tête qui sont AWS dans l'ordre, Azure,
puis Google Cloud, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clouds publics aujourd'hui qui existent, notamment IBM Cloud, Oracle Cloud ou Ali Cloud. Ali Cloud, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises françaises qui doivent opérer en Chine, notamment dans le retail ou dans le luxe, sans citer, qui ont l'obligation, pour pouvoir traverser le grand pare-feu, d'avoir des instances qui soient déployées en Chine. Et donc là, on va se retrouver souvent entre des combinaisons entre plusieurs cloud providers, voire des combinaisons entre le cloud privé et le cloud public. Et donc là, si on essaie de décortiquer ce que j'appelais un peu le combo, ce qui est le plus répandu, clairement, aujourd'hui, donc je pense qu'il y a entre 80 et 90% des entreprises qui sont au moins dans l'une de ces situations. Donc soit on est plutôt sur du multi-cloud, comme vous voyez un peu à droite, donc j'ai plusieurs cloud providers, et c'est quelque chose qui est répandu depuis un moment. Moi, la première fois où j'étais confronté à ce sujet, c'était en 2018, je pense, ou 2019. C'est un client dans la finance qui a décidé d'implémenter les 3 cloud providers en même temps. Il a les moyens, il a des équipes dédiées pour chacun des cloud providers, mais il voulait s'acheter le luxe de pouvoir choisir à n'importe quel moment vers où rediriger une nouvelle application, suivant les contraintes applicatives, les services les plus adaptés par rapport au pricing, par rapport aux régions qui sont disponibles, parce qu'il ne faut pas oublier que certains cloud providers n'avaient pas de région en France à cette époque-là, dans Google d'ailleurs, qui dans sa région était ouverte en 2023, si je dis pas de 22 ou 23, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez qu'il y a quand même des enjeux forts autour de ça. Par contre, ça va apporter bien évidemment de la complexité, pour ne pas citer la gestion des identités, parce qu'il faut gérer des identités qui soient fédérées et transverses pour toutes ces organisations. La partie observabilité, au lieu d'avoir N dashboard, il faudra peut-être un peu consolider et avoir des vues 360. La partie facturation, bien évidemment, parce qu'à la fin du mois, le responsable il doit juste avoir un chiffre à la fin et consolider l'ensemble de ces consommations, quelle que soit leur provenance. Et donc, pour ça, heureusement, la plupart des cloud providers se sont accordés pour utiliser un framework qui s'appelle Focus, qui est un peu une spec au niveau de tout ce qui est facturation et dans le monde du FinOps, qui régit un peu un standard en termes de production de données de facturation. C'est un peu les mêmes champs, c'est un peu les mêmes intitulés, et qui permet de consolider de façon plus simple. Bon, je ferme un peu la parenthèse par rapport à la partie FinOps. Et enfin, on a des clients qui, pour la plupart, qui ont des infra existantes, on-prem ou en cloud privé, qui vont les étendre vers le cloud public ou vers plusieurs clouds publics. Donc on peut être même sur des combos, ce que j'appelais hybride multi-cloud. Voilà, donc c'est un peu le combo ultime. Après, on va faire un peu un focus sur certaines fonctionnalités spécifiques. Et donc si on parle dans le cloud public, vous avez d'autres options, dont les serveurs physiques, ce qu'on appelle des barres métal. Donc là, j'ai juste en fait affiché ceux qui correspondent au trio de la tête. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de disposer de son propre host physique. Pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons réglementaires, parce que par défaut, les workloads ou les applications des clients ou les VM partagent les mêmes hosts. Donc c'est plutôt d'une infra qui est plutôt mutualisée ou partagée. Et donc là, ils ont des contraintes réglementaires, notamment dans le monde de la finance, de disposer de leur propre host. Il y a vraiment une isolation physique, d'avoir leur propre hyperviseur et après déployer les VM comme ils le souhaitent. Ça peut être aussi des contraintes qui sont liées à la licence. Ça, c'est un exemple que je connais très bien, c'est Oracle sur Google. Il y a quelques années, c'était possible uniquement de le déployer sur ce qu'on appelle les sole tenants ou l'équivalent des machines bar métal, parce qu'il n'y a pas d'accord entre Google et Oracle pour aller déployer les bases de données Oracle, que ce soit de façon managée ou même sur des machines virtuelles managées. Donc ça, c'est une option que j'ai déjà rencontrée. Il y a aussi la notion de cloud confidentiel, ou ce qu'on appelle le confidential computing. Alors, ça, c'est une notion qui permet aussi de chiffrer les données à l'usage. Alors, ce qui est le plus répandu, ce qui est le plus classique, c'est que les données sont chiffrées au repos ou en transit. Soit c'est obligatoire pour certains cloud providers, soit c'est optionnel par service pour d'autres. Aujourd'hui, on peut aller encore plus loin, c'est chiffrer les données à l'usage. D'accord ? Donc, vraiment, c'est CPU, c'est processeur et mémoire, ou RAM, où les données sont aussi chiffrées. Et là, il y a plusieurs technologies.
Donc bien évidemment, c'est très dépendant de la plateforme de votre CPU, parce que tous les processeurs ne le permettent pas, notamment les serveurs classiques Intel ne le permettent pas, clairement. Donc là, aujourd'hui, il y a des technologies. Il y a la partie Intel SGX que vous avez à droite. C'est un peu la notion d'enclave, en gros, qui va créer une sorte d'enclave ou un peu de zone isolée à l'intérieur de votre machine virtuelle pour pouvoir déployer ce genre d'application. Mais elle nécessite d'adapter les applications à ce genre de technologie. Ce qui est le plus simple, c'est la partie que vous avez à gauche avec AMD Save SMP. Ça, c'est toute la machine qui est considérée comme étant confidentielle. Et donc là, vous pouvez déployer des applications classiques, mais c'est juste que leurs données seront chiffrées au moment de l'usage. Okay? Donc là, ça permet principalement d'éviter tout ce qui est vol de données, ou en tout cas exfiltration de données au moment du runtime. Ce qu'on appelle le runtime, c'est au moment de l'exécution. D'accord? Et donc là, l'effort, c'est un peu une protection maximale, clairement. C'est une flexibilité. La plupart des cloud providers aujourd'hui proposent ce genre d'options, mais ça peut apporter quelques difficultés, notamment en termes d'implémentation, si on prend la partie enclave, mais aussi c'est un peu plus cher. Clairement, c'est un peu plus onéreux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens qui utilisent des machines confidentielles. Je dis ça, mais peut-être que si. Mais en tout cas, de ce que je vois autour de moi, avec les clients avec lesquels on travaille, il y a très peu de gens qui les utilisent. Donc il y a un peu aussi une sorte de méconnaissance, mais aussi une immaturité dans l'écosystème et dans les outils qui sont disponibles. Donc là, on parlait de chiffrement. Il y a aussi une autre option qui existe chez certains cloud providers, c'est la possibilité de passer par des mécanismes de chiffrement externes. Donc souvent, vous avez donc le chiffrement par défaut qui est proposé par le cloud provider. Vous avez des options d'utiliser les clés, mais en ayant la main sur le cycle de vie pour choisir les algorithmes ou choisir à quel moment ils expirent ou à quel moment je vais faire la rotation. Mais vous avez aussi la possibilité de brancher un EKM, c'est un External Key Manager. En gros, à chaque fois qu'il y a une demande de chiffrement, comme si c'était un webhook, si vous connaissez, on va envoyer la demande vers le système externe qui, lui, va chiffrer la donnée, effectivement, avec les clés qui sont stockées ailleurs. D'accord ? Et donc là, un exemple le plus pertinent que j'ai trouvé, c'est les contrôles locaux de sens. Donc là, eux, ils les ont appelés contrôles locaux, mais c'est de l'EKM, clairement, si on essaie de simplifier. Et l'idée, c'était de pouvoir rester dans le cloud public tout en passant par l'EKM de Thales, qui est CipherTrust. Donc c'est une offre d'ailleurs qui existe sur le marché, indépendamment des contrôles locaux. Donc à chaque fois qu'il y a une demande de chiffrement, elle est envoyée avec la justification qui va bien. On va dire que ça, c'est un peu une étape un peu intermédiaire, on va dire, vers ce qu'on appelle un peu le cloud de confiance. Parce que les données restent quand même, en tout cas l'usage et les données restent quand même dans le cloud public. Et là, on arrive un peu à la hype, en tout cas à la mode en tout cas de ce moment, c'est ce qu'on appelle les clouds de confiance. On parle moins de souveraineté, mais on parle plutôt de confiance. Et c'est tout simplement parce que ce genre de cloud, c'est un peu l'association entre un hyperscaler et un acteur local de confiance. Les deux exemples les plus pertinents, clairement, et je vous expliquerai qu'il y a d'autres alternatives par la suite, c'est Sens et Bleu. Donc là, on a Sens qui vont s'associer avec Google. Donc là, on a l'hyperscaler Google avec Sens, qui est un peu l'acteur, c'est Thales, in fine, Thales qui est un peu l'acteur local. Et de l'autre côté, on a Bleu, Microsoft, Capgemini, Orange. On a un peu les acteurs locaux et l'hyperscaler. Et si je prends le cas de Sens, Google, en fait, il a créé ce qu'on appelle en fait un framework. Il s'appelle TPC, Trusted Partner Cloud. Et ce modèle-là, on va le retrouver un peu partout. En gros, c'est un framework déployable. On va le retrouver en Italie avec T-Mobile, qui est l'acteur local. On va le retrouver en Italie. On va le retrouver au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite avec Context. Donc, vous avez à chaque fois un peu cette association. Et donc, ils sont capables, de le fait de le frameworkiser, si j'ose dire, ils ont réussi à pouvoir répliquer ce modèle dans plusieurs pays, en s'associant à des acteurs locaux qui, en quelque sorte, vont gérer tout le cycle de vie de ces cloud providers. En gros, c'est eux qui vont gérer les data centers avec du personnel local, le support qui est local, et donc Google qui va envoyer les mises à jour régulièrement, qui seront testées, validées par l'acteur local, puis mis en production. Et donc voilà, donc là, clairement, on est sur de la puissance et de l'innovation, d'accord, qui est fournie par les hyperscalers, mais on a en même temps de la gouvernance locale qui est proposée par l'acteur local.
Et aujourd'hui, la plupart de ces cloud providers visent des qualifications locales dans Secnum Cloud, dont on va parler juste dans quelques instants. Maintenant, dans les faiblesses, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite, hein, évidemment, on a quand même la dépendance technologique par rapport aux hyperscalers, parce que la technologie, elle est fournie par eux, et parfois, il y a un peu une certaine complexité dans les contrats et les modèles opérationnels. Okay, notamment parce que là, il y a le cloud provider, il y a l'acteur local, il y a les partenaires, après il y a les clients. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué à gérer. Il y a aussi ce que moi j'ai appelé les initiatives européennes. Donc là, il y a d'abord Gaia X, qui a fait parler d'elle, en tout cas, il y a quelques années, pour moi, la promesse était bonne, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler de Gaia X, qui est devenu plus un peu un cadre aujourd'hui fédérateur européen qui permet de définir un peu des standards, en quelque sorte, autour de la souveraineté et de l'interopérabilité de la donnée. Donc, ce n'est pas un cloud provider. Clairement, aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur Internet et provisionner des infras chez Gaia X, mais c'est plus un peu un écosystème de confiance dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs qui vont se partager les bonnes pratiques, qui vont discuter, et ainsi de suite. Il y a OVH Cloud, clairement aujourd'hui qui se positionne comme étant un cloud européen, voire mondial dans certains cas, mais en tout cas au moins sur la branche européenne. Ce qui est intéressant, c'est l'approche d'AWS, qui était une approche un peu différente des autres hyperscalers qu'on a vus juste avant, comme Sens et Bleu, parce qu'ils ont choisi plutôt une approche européenne. Donc aujourd'hui, il y a le Sovereign European Cloud qui est bâti par AWS et qui a démarré en Allemagne. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas cette version qui, en tout cas, en tout cas, on n'a pas des data centers considérés comme étant du souverain en France, mais d'autres techniques, bien évidemment, pour sécuriser les données. Il y a SAP, j'ai vu un article que j'ai mis un peu dans les slides, qui a investi quand même 23 milliards de dollars. En tout cas pour les prochaines années, pour aussi une ambition de bâtir un cloud européen. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est assez récent, et on verra ce que ça va donner dans les prochaines années. OK, donc là, maintenant, je pense qu'on a fait un peu un tour d'horizon de ce qui est possible de faire, on va dire, un peu dans le monde des cloud providers. Alors après, il y a d'autres variantes, comme des clouds un peu, des régions un peu militaires ou confidentielles, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la plupart d'entre nous n'ont pas forcément accès, mais ce qu'on a vu, c'est un peu ce qu'on voit de plus courant chez nos clients en France. Donc, un petit focus sur la qualification Secnum Cloud. Alors, Secnum Cloud, dans sa dernière version, qui est la 3.2, mais peu importe, mais tout le monde parle de Secnum Cloud, c'est un référentiel qui a été élaboré en 2016 par l'ANSSI, qui était l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc là, vous avez une spec, si vous allez sur le site de Secnum Cloud, vous avez une spec qui va définir c'est quoi le cadre, en tout cas, ou le référentiel d'exigence qu'une société doit respecter pour justement être qualifiée Secnum Cloud. Aujourd'hui, c'est un peu considéré comme le Graal par la plupart des entreprises pour pouvoir héberger certains types de données. Le référentiel, en tout cas, la qualification passe par plusieurs étapes. Donc, je voulais juste montrer à peu près à quoi ça ressemble, mais vous avez donc 6 étapes principalement. La première étape, c'est la demande de qualification, ce qu'on appelle le J0 ou le jalon 0. Dans le jargon, on va souvent entendre ce terme. J'ai validé J0. En gros, j'ai fait la demande. J'ai rempli un formulaire avec l'ensemble des informations qui sont demandées. Deuxième étape, c'est le J1, c'est la définition en tout cas, d'une stratégie d'évaluation, du plan d'audit, du plan de l'évaluation, qui va être un peu établi avec le soumissionnaire. Le J2, c'est l'évaluation, c'est vraiment l'audit en soi, d'accord, qui va être réalisé. Et souvent, on va dire, voilà, j'ai passé le J2, c'est-à-dire que j'ai été effectivement audité. Étape 4, sans surprise, c'est l'acceptation formelle, en gros dans une réunion qui va se tenir pour décider et rendre un avis. Et enfin, la qualification. Donc on reçoit le label, il est officiel, il est reconnu par l'ANSSI. Par contre, ce n'est pas fini là. Souvent, quand on parle de Secnum Cloud, il y a aussi la notion de renouvellement. Et il y a deux étapes. Donc il y a tous les ans, il faut un peu faire une revue, en tout cas un peu formelle et un peu légère. Et après, tous les 3 ans, il faudra renouveler. Faire un renouvellement complet. Mais souvent, si on a réussi à faire une première qualification, c'est-à-dire qu'on a déjà l'expérience, qu'on a les personnes qui ont la maîtrise et qu'on a les bonnes assets qui nous permettent en tout cas, de garder cette qualification. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché aussi
qui est déjà qualifié? Notamment en France, c'est qu'en France, qui est déjà qualifié? Et en cherchant ça, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories dans la qualification. Il y a le IaaS, il y a le SaaS, le PaaS, plateforme as a service, et il y a le CaaS, le container as a service. Et dans ceux qui sont qualifiés, donc aujourd'hui principalement, c'est du IaaS. Clairement, pour la plupart des sociétés, en tout cas des cloud providers. Et là, vous avez Outscale, qui était le premier à être qualifié sur la partie IaaS. On a OVH Cloud aussi, sur l'offre Hosted Private Cloud avec VMware. On a aussi Cloud Temple. Mais même moi, là où j'étais surpris, c'est des clients finaux, comme Worldline, par exemple, qui a certifié son propre cloud interne, d'accord, qui sont leur propre infra, en tout cas, qu'ils utilisent en interne. Donc, c'est une société qui fait du paiement, qui est basée, entre autres, en France. Mais il y a aussi des solutions de type SaaS, comme ODrive pour tout ce qui est gestion bureautique des fichiers, ou alors, qui est une société qui fait du cyber. Donc voilà, donc là, ça c'est un peu les sociétés qui sont qualifiées à date, qui ont en tout cas le label, sur la partie IaaS, mais aussi sur la partie SaaS. Si on fait le lien par rapport à tout à l'heure, ceux qui sont considérés comme du cloud de confiance, on a certains qui sont en cours de qualification. Alors, il y a Scaleway, d'abord. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, donc c'est dans le groupe Iliad. Et donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits autour de Scaleway aujourd'hui. En tout cas, moi, de ce que je vois, donc, il y a pas mal d'investissements. Ils sont présents pas mal dans les événements, dans les gros comme Vivatech, par exemple, ou qui sont en train en tout cas, de mettre de l'argent pour définir de nouveaux produits. En tout cas, c'est un cloud provider que je connais un petit peu, puisqu'on a déjà pu un peu discuter, voilà, qui propose des solutions tout à fait viables, mais qui vise une qualification à fin 2025. Pour l'instant, on n'a pas de date figée. Si on prend Bleu, pareil, c'est un cloud provider avec qui on discute à travers Microsoft, et aujourd'hui, on est plutôt sur 2026. Parce qu'apparemment, ce que j'ai cru comprendre, ils veulent aussi certifier aussi en même temps la partie Office pour arriver à proposer un bundle qui soit complet pour les entreprises, y compris la partie identité, mais aussi la partie cloud. Donc ça va arriver un peu plus tard. Et enfin, de ceux que je connais, il y a aussi Sens, qui est la jointure Google et Thales, et eux sont en cours de qualification, qui est aussi annoncé pour TK 2025. Je pense qu'elle est plutôt imminente, parce qu'il y a 2 jours, ils sont passés en GA, parce que depuis quelques mois, ils sont plutôt un Early Adopter Programme. C'est un peu un programme de test restreint qui a été ouvert pour certains clients et certains partenaires pour pouvoir expérimenter les outils. Et donc là, ils ont passé en General Availability, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des SLA. C'est ça ce qui est important quand on parle de General Availability, c'est-à-dire qu'il y a des contrats et des Service Level Agreements qui permettent de rassurer les clients et de les assurer, notamment en production. Okay, donc moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette EAP et je vous montrerai très rapidement tout à l'heure à quoi ça pourrait ressembler. Tout de suite, en fait, la démo. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est très bien. Donc, la démo elle va être assez courte, mais l'idée, c'est vraiment de montrer quelles sont les différentes options, au moins, qui sont disponibles. Donc, je vous ai parlé de Scaleway. Donc, ce n'est pas tout à fait abouti, mais on a commencé déjà à jouer avec. Mais il faut dire que c'est juste un cloud comme un autre. Hein. Il propose des services IaaS, PaaS, Cube, ainsi de suite, sans trop s'attarder. Si on parle... Bon, là, il faut mettre le mot de passe. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment la partie contrôle locaux. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je parlais de clés externes, donc c'est quelque chose qu'on a pu tester. Et si on regarde comment ça se matérialise, souvent chez les cloud providers, vous avez donc un système de gestion de clés. Et donc dans ce système de gestion de clés, on va pouvoir configurer quel est le KM. Vous voyez ici, c'est Created for External Key Management. Donc là, on n'utilise pas les clés par défaut qui sont proposées par le cloud provider, mais on est redirigé vers un EKM externe. Et dans notre cas, on est plutôt sur Cypher Trust. Vous le voyez ici. Donc c'est une offre de chiffrement qui est proposée par Thales. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, je ne sais pas pour certains d'entre vous, qui a déjà vu cette console? C'est intéressant. Qui n'a jamais vu cette console? Ok, je pense qu'il y a 99% des gens qui ne l'ont pas vu. C'est pour ça que je voulais le faire, clairement. Parce que moi, j'étais un peu, je ne vais pas dire, ça fait un effet, quand même, quand je vois la console de Google que je connais depuis plusieurs années, avec le logo de Sens. Effectivement, c'est la même console. Sauf que cette console-là, elle est uniquement câblée sur une seule région, qui est en France, et
qui a on va dire un nombre limité de services. Et ça sera d'ailleurs... Alors aujourd'hui, je fais la démo sur Sens, mais parce que je n'ai pas accès aux autres cloud providers, mais ça va être la même chose, je pense, côté bleu demain. Il y aura un sous-ensemble de services qui seront proposés. Vous n'aurez pas l'entièreté du catalogue. Et donc, si vous regardez, vous avez clairement ici, vraiment, c'est un sous-ensemble réduit de services. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une quinzaine de services, comparé à peut-être une centaine de services qui sont disponibles sur le cloud public. Mais on va retrouver les services de base, c'est les machines virtuelles, c'est les clusters, c'est les bases de données. Mais ça reste très basique, clairement. Mais ça permet déjà de commencer à travailler sur un cloud qui soit de confiance à terme, quand il y aura la qualification. Ce que je peux vous dire, c'est que là, parmi donc là, tout simplement, je vais vous montrer à quoi. Donc là, je vais chercher un projet. Tac, 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 data. Et donc, si j'essaie de créer une machine virtuelle, vous allez le voir, si ça le veut. Je sais que le réseau me fait parfois des siennes. On va réfléchir comme ça. Vous allez voir qu'on est restreint à une seule région, qui est la région française. Mais ça ne le veut pas, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'était vraiment de vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, vous l'avez ici. Vous avez ici la région France, vous l'avez ici. Okay? You are using the console of France. Ce qui va être intéressant pas intéressant, mais parmi les challenges que personnellement j'ai rencontrés pour tester la plateforme, c'était les identités. Parce que Sens ne fournit pas les identités. C'est à vous de ramener votre propre identité. Comparé à Google où on a Cloud Identity ou Workspace ou autre, là, c'est à vous de le ramener. Donc ça marche par, en tout cas, Workforce Identity Federation. Il vous faut, en tout cas, gérer vos propres identités. Donc là, je vais me reconnecter. Et typiquement, ça va donner ça d'un point de vue IAM, puisqu'on va fonctionner uniquement en fédération. Vous allez tout le temps être en mode fédération. Donc là, si je me mets sur mon compte, vous voyez, on est plutôt sur des chaînes de fédération, que ce soit pour les principals, pour les groupes ou pour les domaines entiers. Anyway, donc ça c'était un peu l'idée, c'est un peu de faire un peu, comme je disais, un peu un tour d'horizon. Par quoi je voulais finir, et après on pourra, je pense, prendre quelques questions, s'il y en a. En fait, c'est une citation de quelqu'un que je vous invite un peu aussi à suivre et voir ses publications, qui s'appelle Anthony Monté, qui travaille chez Cloud Mercato et qui suit beaucoup en fait ces notions de souveraineté et de cloud de confiance. Et c'est une citation qui m'a particulièrement marqué quand il dit « Les hyperscalers américains devraient-ils réellement s'inquiéter de leur perspective à long terme en Europe ou s'agit-il simplement d'une tendance passagère ?» J'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, c'est un peu une tendance, que côté cloud de confiance. Je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques mois, dans quelques années, notamment s'il y a des changements d'un point de vue politique, géopolitique, financier, et ainsi de suite. Voilà, donc là, la question elle est ouverte, clairement. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne vous casse pas, mais c'est une question légitime qu'on pourra se poser. Comme d'autres hypes qu'on a déjà eu par le passé, la blockchain, j'en passe hein, sur ce qu'on a vu. Il y a l'IA aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Je voulais quand même placer le mot IA, parce que ça ne se fait pas de faire un talk aujourd'hui sans parler d'IA, mais j'ai réussi à le placer. Donc voilà, donc, question ouverte. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, on pourra les prendre. Il reste peut-être entre 5 et 10 minutes. Merci beaucoup. Alors.